que vous allez bien. Ouais, on se porte bien par la grâce de Dieu. Voilà, ok. Moi, c'est Monsieur Yiminia Liberté, ingénieur de conception en génie civil. Donc, je suis là ce soir pour vous encadrer sur le projet de structure en bois ou en acier béton. Avec la crise qu'on traverse en cette période, nous allons nous battre à pouvoir faire quelque chose. Et comme ce cours est dit projet de structure, il va falloir qu'on puisse faire des petits, des mini-projets, s'il faut dire cela, des mini-projets, afin de m'envoyer ça par mail. Donc je profite déjà comme ça pour ceux qui sont connectés, en les disant d'informer les 3D des 3 campus. Donc constituer les groupes afin qu'on puisse les affecter des projets. Donc dans ce sens-là qu'on va travailler. Et je ne sais pas, vous avez déjà téléchargé les supports de cours? Oui, prof. Oui, prof. Oui, monsieur. Les supports voilà. J'ai envoyé certains supports de cours qui vont vous permettre de calculer les poutres mixtes, les dalles, ainsi de suite. Donc dans ce support de cours, ça va vraiment vous servir. Et le projet va être basé sur le logiciel AutoCAD et Autodex. Robot, je vais dire robot Millennium, c'est ça. Et vous allez extraire les dessins d'exécution d'un robot pour les transférer dans AutoCAD et faire un document et m'envoyer ça par mail. Ok, on va directement passer à notre cours. On va passer à notre cours. Il faut déjà dire comme objectif de notre cours, c'est de maîtriser la conception des structures mixtes en acier béton. Donc on va plus se concentrer sur les structures mixtes acier béton. Voilà. Et notre cours sera plus basé sur le calcul des éléments de contentement, la conception, le calcul d'assemblage. Ensuite, nous allons passer à la vérification au feu des éléments d'assemblage. Vous savez qu'une structure, pour qu'une structure puisse résister, il est mieux de bien disposer les éléments de contentement. Voilà, il faut déjà les signaler. Et avant même de passer aux éléments de contentement, la conception est très importante. La conception est très importante. Si vous avez une bonne conception, vous savez comment vous pouvez disposer les éléments de contre-ventement. Puisque les éléments de contre-ventement, dans la plupart des temps, sont disposés à l'extérieur du bâtiment. Vu qu'on a des forces extérieures, voilà, nous avons des forces extérieures sur notre ouvrage. Il faut déjà aussi signaler que sur l'historique des constructions mixtes, on peut dire que l'acier béton a révolutionné la façon de construire, puisque vous savez que les architectes, ce sont je veux dire des constructeurs qui aiment le style, qui aiment le design. Donc, avec ces 2 matériaux, on est capable de se lancer dans certaines structures que les gens ne peuvent pas imaginer. Et il y a aussi la disposition, elle nous permet d'avoir une distribution des efforts à la base de la conception. Voilà, ces 2 matériaux, elles sont là pour nous permettre de pouvoir faire une bonne distribution au niveau des efforts. Et aussi une mise en œuvre efficace, une mise en œuvre et efficace. Un bâtiment construit qui est fait de manière mixte, elle peut se
réalisé sur une petite période. Donc la période est vraiment, on a un avantage sur la réalisation de notre ouvrage mixte. Voilà. Et aussi la durée de vie qui est importante. Une durée de vie qui est vraiment importante. Vous allez observer sur le diapo suivant, nous avons quelques ouvrages qui illustrent complexité au niveau de la construction. Ça, c'est l'association de plusieurs de ces deux matériaux, acier béton. Vous voyez, nous avons un centre et un centre aussi qui est un centre à aéroport, et on a un appui aussi articulaire qui est en acier. Vous voyez, et nous avons les éléments de contreventement dans cette salle. Donc, les éléments de contreventement permettent une bonne solidification de notre structure. Au diapo suivant, nous avons structure système porteur. Il faut dire que le système porteur d'une construction mixte est l'ossature. Donc l'acier est l'élément de la structure. Vous voyez un peu, même pour des ouvrages en béton armé, vous voyez le squelette même de notre ouvrage est en acier. Donc c'est en acier. Et il faut aussi rappeler ici que la construction en acier nous permet d'avoir une très grande portée. Vous voyez, nous avons des portées, on peut oser aux portées de 30 mètres, mais vu que nous n'avions pas des matériaux ayant cette longueur, on passe au ajustement de ces matériaux-là. Donc on utilise des vis, et qui parle de vis, ça veut dire qu'il faut bien disposer les assemblages afin d'éviter une flexion de notre poutre. Voilà. Nous avons aussi les différents éléments porteurs. Nous avons les poutres, les poteaux doivent être assemblés pour former une structure spatiale. Donc ces deux éléments sont disposés pour former une structure spatiale devant assurer la transmission des efforts horizontaux aux fondations. Voilà, c'est le but essentiel. Et ainsi prêter au bâtiment. Ça prête au bâtiment une sécurité, une rigidité et une stabilité de notre ouvrage. Ces derniers sont formés des structures en tri. Dans la plupart de nos ouvrages, on préfère travailler les éléments de contreventement en les formant sur structures treillées, puisque les treillis, ce sont des éléments faciles aussi à réaliser, et elles solidifient le bâtiment. Plus bas, nous allons observer les différentes figures, les différentes dispositions de treillis afin de assurer. Oui, madame. Monsieur, j'aimerais un peu avoir plus d'explications en ce qui concerne les treillis. J'aimerais un peu plus mieux comprendre. J'aimerais plus comprendre ce que c'est que les treillis, plus d'explications en ce qui concerne les treillis. Bon, je vais chercher un outil pour vous montrer un exemple. Donc, plus bas, nous allons le voir. Je ne sais pas si vous voyez ce dessin. Vous observez? Oui, monsieur. Voilà. De ce côté, nous avons profilé. C'est un exemple, un profilé en nid. Ce que je suis en train d'encadrer. J'ai un profilé en nid. Là, j'ai un profilé en nid. J'ai deux barres. J'ai deux barres qui sont scellées de part et d'autre. Les treillis sont utilisés beaucoup plus pour des grandes portées.
On les utilise au niveau des charpents. Je ne sais pas si vous observez souvent les antennes des réseaux Orange et MTN. Oui, je vois un peu. Voilà. Donc, les treillis, c'est un système de travail sur trois directions. On a la direction en X, en Y et en Z. Ça travaille sur trois directions. Et en RDM, vous avez calculé les éléments en treillis. Ça veut dire vous sectionnez, comme je suis en train de faire, vous sectionnez la barre, vous calculez les différentes forces qui agissent dans les treillis. Et ces forces qui s'exercent sur ces treillis sont transmises directement sur ce profilé en I. Et ces profilés en I, les forces transmises au niveau des profilés en I sont ramenées directement au niveau des fondations. Ça, c'est le cas d'une poutre, d'un poteau vertical. Par contre, pour les charpentes, elles renvoient toutes les forces au niveau des poteaux et les transmettent au niveau des fondations. Donc les treillis ici, c'est tout simplement pour une bonne... ça nous permet d'avoir une grande portée sur le squelette de ce corps, de notre structure. Et elle maintient aussi, elle a un système de stabilisation très efficace. Très efficace. Et il y a certains treillis qu'on utilise, on peut directement les souder. Certains treillis, on utilise des vis pour permettre un attention. Dans le cas où il y a endommagement d'un élément d'un acier, on peut directement le remplacer. D'accord. Là, nous avons le choix. Allô? Il y a une question? Vous avez une question, s'il vous plaît? Vous écoutez à peine. Choix des éléments de contreventement. Le genre de contreventement et leur disposition exerçant une grande influence sur l'utilisation de l'espace et de l'organisation des passages. Et ce fait, ils doivent être déterminés dès le début des études. C'est comme dit précédemment, que le mieux c'est de disposer les éléments de treillis aux éléments extérieurs de notre bâtiment, afin de gagner en espace. On gagne en espace en disposant les éléments créés au bord de notre structure. En plus de ces éléments créés, nous avons les murs et les noyaux en béton. S'il vous plaît, vous faites un peu de bruit là. Nous avons les murs et les noyaux en béton, les contreventements par des cadres rigides. Ils attribuent de l'importance à une transparence maximale. En absence de murs porteurs, dans les cas d'édifices de dimension modeste à un seul niveau. Oui, sur cette figure, si vous pouvez constater, nous sommes là dans un hôpital. Ça, ce sont des éléments de contreventement. Ceci, c'est un élément de contreventement. Ça, c'est à l'intérieur de notre bâtiment. Par contre, sur cette figure, nous avons le contreventement qui est placé à l'extérieur. Donc, à l'intérieur de notre ouvrage, on l'utilise pour l'espace prévu pour l'utilisation de notre ouvrage. Juste à côté, nous avons un cadre rigide. Un cadre rigide. Vous voyez, ça, c'est ceci qu'on appelle un cadre
rigide. Voilà, un cadre rigide. On peut disposer à l'intérieur de ce cadre rigide des différents ouvrages afin de mieux les utiliser. Voilà. Nous avons les comportements des contreventements. La femme qui demandait comment est-ce qu'elle veut comprendre le système de contreventement. Ici, nous avons un système de contrevent placé au milieu d'une salle. C'est placé au milieu d'une salle. Vous voyez? Et ça, c'est un très grand, c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est comme une cage d'ascenseur. Voilà. Nous avons les contreventements étroites conduisent à l'importante force dans les cadres. Les bas suffisants, les bas subissent des variations de longueur engendrant des déformations. Ensuite, nous avons des contreventements larges, sont plus rigides et plus légers grâce à leurs efforts dans les bas moins importants. Nous avons là une relation raisonnable entre les hauteurs et la largeur du contreventement, au 1/7 à 1/7 au max. Voilà. Le diapo suivant nous démontre le comportement de notre ouvrage dans le cas où vous disposez mal vos éléments treillis. Vous voyez. Nous avons là une force extérieure. Ça, c'est une force extérieure. On montre le déplacement de notre structure. Pour le deuxième cas, un déplacement. C'est un système de contreventement de notre treillis. Vous voyez, c'est un système de contreventement. Quand on observe le deuxième système, ça c'est un système de ventement en K, le C. Vous voyez que le déplacement est moins important par rapport au cas B. Si on se rapproche KD, on a deux variétés de contreventement. Nous avons ces systèmes et ces systèmes. Vous voyez que le déplacement est moins important. Donc avant toutefois de se lancer dans les descentes des charges ou bien une condition, il faut déjà réfléchir au système de contreventement. Elle dépend de votre zone d'exposition. Si vous êtes par exemple dans une zone déjà exposée, vous deviez renforcer votre structure, faisant même une composition de 3 styles de contreventement. Voilà, nous avons là le contreventement vertical. En E, nous avons losange. Voilà, nous avons le losange. Ça, c'est un système de contreventement. Oui, monsieur, c'est quoi une trame? Vous n'avez pas de trame là d'abord. Une trame. Voilà. Une trame, je reviens, s'il vous plaît. Ok. Je reviens. Il fallait m'arrêter quand j'ai plus. Nous avons un losange, le système de contreventement en losange. Nous avons un système de contreventement en croix. Le système contreventement en K, le système de contreventement, un cadre en créé. Donc ça, c'est un créé. C'est un treillis. Nous avons un cadre rigide. D'accord? Là, nous avons un rigide. Ce sont les différents systèmes de contreventement verticaux. Donc, vous imaginez que si vous avez un édifice d'une grandeur, vous devez faire la composition de plusieurs contreventements afin de stabiliser votre structure. Voilà, là nous avons des sections
de poteaux, des sections de poteaux en nid. La forme plus courante et la plus économique. Monsieur, Donc, nous j'ai avons encore cette une section. question. Oui. Monsieur, le choix des contreventements, comme ça, plusieurs styles, cas, bon, plusieurs formats, comment est-ce qu'on choisit le contreventement approprié? Voilà. On choisit le contreventement approprié par rapport à l'exposition du bâtiment et par rapport aussi à la hauteur ou la longueur de notre ouvrage. D'accord? Et le deuxième point, c'est aussi au niveau des profilés. Quel est le profilé qu'on va utiliser dans notre structure? Est-ce que si on prend un profilé en nid et on a décidé de faire un contreventement en cadre rigide, est-ce que notre profilé en nid pourra recevoir ce style de cadre? Ouais, ça dépend aussi du matériau, ça dépend des charges, ça dépend de notre classe d'exposition, comme je l'ai dit au départ, et ça dépend aussi de la structure ou bien du design de l'architecte, puisque c'est l'architecte qui exige, ouais, il exige la forme du bâtiment. L'ingénieur est là pour vérifier une certaine stabilité sur la structure. Vous pouvez donc proposer une section en I, une section circulaire, une section en U. Donc ça dépend de ce que l'architecte veut. À partir donc de ce que l'architecte vous a imposé, vous pouvez donc choisir le système de contreventement. Mais l'élément le plus important ici, c'est de vérifier les forces extérieures. Les forces extérieures. Le deuxième élément dépend de la disposition de votre bâtiment. La disposition de votre bâtiment. Comment est-ce que vous allez disposer vos ouvrages, vos ouvertures? Alors, imaginez un instant, vous prenez un contreventement en croix. Et à ce niveau, on retrouve une fenêtre. Comment est-ce que vous allez gérer ce problème? Donc, ça dépend aussi de l'architecture de l'ouvrage. D'accord? Ok, merci, monsieur. Donc, comme je disais, j'ai une structure en nid. J'ai cette structure en nid et une autre structure en nid qui est enrobée de béton. Vous voyez? Cette structure en nid est enrobée de béton pour éviter, il faut dire, un flambement. Non seulement ça, elle protège notre section, dans notre section en nid contre les attaques extérieures. Vous voyez par exemple l'acier, quand l'acier est exposé à une certaine température, elle peut se dilater. Et en se dilatant, elle déforme la structure. Juste en bas, vous avez un profilé confiné de béton. S'il vous plaît, au niveau à l'intérieur, on retrouve des... J'ai une question là. Oui, au niveau de la section qui est enrobée à l'aide du béton là. Lors de ces on fait la section confinée en béton, section circulaire ou carré. Section en nid. Ou la section en nid. Oui. Celle-ci. Oui. Ok. Oui, je demande lors de la mise en œuvre, on utilise quel produit pour éviter la corrosion entre l'IPE en question et le béton. Vu qu'on utilise dans le béton, il y a du ciment et tout ça. On applique une peinture de protection. Ce sont des peintures spéciaux. D'accord? Donc, dans ce diapo, vous allez retrouver le nom de cette peinture. On applique certaines pressions sur l'acier. Et au niveau des IPE, on met des connecteurs pour l'accrochage
du béton. Dans certains ouvrages, pour éviter cette fantaisie, on utilise directement cette section, la section carrée ou la section circulaire. Donc, on confine le béton à l'intérieur de notre section. Et pour renforcer le squelette de la structure, vous voyez les 4 aciers là qui sont disposés. Donc ça, c'est aussi pour solidifier, pour permettre que l'eau ne puisse pas se fissurer. On évite au max les fissurations du béton. Parce que imaginez dans cette section, vous introduisez le béton et quand il y a fissuration, le but de rechercher ne ressort plus. D'accord. Ici, nous avons des assemblages boulonnés, donc de 2 sections d'acier, 2 sections, vous voyez, on les assemble pour former un poteau de cette partie. Okay. Au diapo suivant, nous avons des poutres mixtes acier-béton. La poutre acier collabore grâce au goujon à tête soudée. Donc nous avons ces éléments-ci. Les goujons, appelés encore connecteurs. Vous voyez, nous avons une tôle permettant de recevoir notre béton. Et vu que le béton travaille en compression, c'est dans cette tôle qu'on dispose pour éviter que le béton, que la masse de béton se fissure. D'accord? Vous voyez, on a 2 systèmes sur cette partie. On a 2 systèmes. Notre béton à ce niveau et la tôle est juste fixée sur la section en nous. Et ces éléments d'ouverture sont plus utilisés pour les systèmes de canalisation ou bien d'électricité. Donc ça, ce sont des connecteurs pour recevoir la tôle afin de couler notre béton. Et ce filet peut s'utiliser au niveau des planchers et dalles. Voilà. La protection incendie. En raison de la conductivité thermique élevée de l'acier, et bien que l'acier ne soit pas combustible, il perd de sa résistance à température élevée. Monsieur Martial, vous écoutez? Oui, je vous écoute. Vous écoutez, ça c'est question. Voilà, ça c'est votre question. Voilà. D'où la grande importance de sa protection contre l'incendie. D'accord? La protection incendie des structures en acier est aujourd'hui beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. La nouvelle prescription ouvre la voie à des solutions où la présence d'autre part, mais la peinture, vous observez, vous voyez ça? Oui, je vois, prof. Intunescente, voilà, une peinture intunescente qui protège l'acier de la chaleur en cas d'incendie. On applique une couche sur notre section et on coule notre béton. D'accord. Juste en bas, nous avons les dalles. Nous avons un système de dalles. Vous voyez comment c'est disposé. Avec plusieurs sections. Avec plusieurs sections. Cette section, vous observez, on a une chape
de revêtement, on a une dalle en béton avec armature, on a une tôle profilée, cette tôle-ci. Une tôle profilée, la chape, les poutres portant la dalle, d'accord? L'espace pour conduite, nous avons les espaces pour conduite, cet espace-ci et celle-ci. Nous avons le faux plafond, c'est ça, oui, c'est ça qui est appelé faux plafond, voilà. Nous avons les planchers mixtes acier-béton. On a un système d'alvéoles à ce niveau, sur ce plancher, système d'alvéoles. Nous avons les tôles en profilé qui reçoivent le béton. Nous avons les IP, notre section en nid qui reçoit la masse de béton pour notre dalle. Et sur cette page, nous avons les assemblages de poutres. Vous voyez le système d'assemblage de poutres. Nous avons les goujons simples, soudés en usine, également possible avec échancrure. Nous avons les raidisseurs. Nous avons les raidisseurs pour éviter la flexion de notre section en nous. Donc, nous avons des raidisseurs là, justement pour éviter la flexion. Oh là là, ce diapo. Ok, vous allez, je suis en train de charger la suite du cours. Ok, donc on va continuer avec nos cours. Vraiment, je m'en excuse. Ok, nous avons là un autre système d'assemblage de type poutre, de planche mixte. Vous observez Comme l'amour. notre schéma là. On a un solive, nous avons une poutre principale et nous avons là des connecteurs. Et les éléments en bleu là, c'est du béton. C'est du béton coulé. Vous voyez un peu? C'est du béton coulé. Donc on utilise ce système pour les assemblages de type poutre-poutre. Mais il va falloir être très attentif que pendant vos projets, vos mini-projets, vous allez choisir les systèmes d'assemblage qui vont aller avec les données qu'on va, on va vous fournir. Au diapo suivant, ça c'est un plancher. C'est un plancher utilisé depuis 1980. Ce sont des planchers alvéolés. Donc un plancher alvéolé, c'est un plancher qui, son poids propre n'est pas important. Et vous voyez, il y a des vides là. Il y a ces vides qui jouent aussi un certain rôle pour rendre la structure légère. Voilà. Et c'est plus aussi utilisé pour la précontrainte. Voilà, on peut intégrer la précontrainte à l'intérieur pour avoir des grandes portées.
Nous avons notre profilé connecté à une dalle mixte. Vous voyez, nous avons une dalle mixte. Ça, c'est là, nous avons notre vue en long et en plan, sous forme de sections. Juste en bas, nous avons notre profilé. Et plus haut, nous avons notre matériau qui est le béton avec l'acier qui est représenté, qui solidifie le squelette du béton tout en évitant la traction, vu que le béton travaille en compression. Ici, un autre système de dalle consiste à utiliser un bac en tôle mince, profilé à froid, qui sert de coffrage pour couler la dalle, puis après durcissement du béton, joue le rôle d'une armature. Vous connaissez un peu son système de fonctionnement. Juste en bas, nous avons notre système. Voilà. Les différentes sections de poutres mixtes. Nous avons notre profilé là. Et à l'intérieur, on intègre l'acier. Vous voyez l'acier qui est intégré. On intègre l'acier. Nous avons une poutre mixte en T. Notre béton est à ce niveau. L'acier et un connecteur qui maintient le béton. Nous avons une dalle avec renformiste, c'est celle-ci. Une poutre métallique partiellement enrobée. Donc, une poutre métallique partiellement enrobée. À l'intérieur, nous avons l'acier. Et une poutre métallique en caisson. Dans ces caissons, on peut faire passer les éléments de canation. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question. Plus bas, nous avons les assemblages. La diapo. Oui, celle-ci, monsieur. Oui. Monsieur, est-ce que les aciers, les hautes adhérences qu'on ajoute sur le béton, est-ce que ça joue un très grand rôle? Ou alors c'est juste là pour empêcher les fissures sur le béton? Ça joue plusieurs rôles. Le premier élément, c'est pour éviter les fissures au niveau du béton. D'accord. Le deuxième rôle, ça participe au renforcement de la structure métallique. Disons la structure mixte. Ça participe. Vous comprenez un peu? Oui, monsieur. Mais oui, le deuxième élément, c'est d'éviter la fission du béton sur la structure. Ouais, ce squelette-là. Oui, je vous Avec si je comprends bien, le dimensionnement du profilé est prend en compte ce fait-là, alors, cet acier-là. Oui. Si ça ne prenait pas en compte, on ne pouvait pas parler de structure mixte. C'est pourquoi dimensionner une structure mixte est complexe. Donc, je vais vous donner les documents qui vont vous permettre de mieux comprendre ça. Ok, monsieur. Et je vous ai déjà envoyé. Donc, ça détaille bien ces éléments, ces paramètres. Donc, plus bas, nous avons les assemblages de type poutre, chez mix. Vous voyez les systèmes, les systèmes de disposition de nos poutres. Et avec les dalles de compression. Voilà, la dalle de compression. À ce niveau, vous voyez que le profilé est à l'intérieur du béton. Ici, c'est extérieur. Je ne sais pas si vous voyez le système d'assemblage.
On a un système à l'intérieur du béton et un autre système qui est à l'extérieur. Bon, plus bas, on observe les différentes dispositions d'un plancher. Voilà, nous avons la poutre. Cette poutre est en bois. Cette poutre est en bois. Nous avons une bande de résilience. La bande de résilience, c'est pour permettre le dépôt de notre bac d'acier nervuré. D'accord? Nous avons la mâture optionnelle. Cette armature-ci. Nous avons cette armature. Vous voyez, quand il y a béton, forcément, il faudrait construire, façonner un squelette pour permettre au béton de travailler comme une membrane. Vous comprenez un peu? Et là, nous avons des connecteurs. Ces connecteurs-là permettent au béton de s'accrocher. D'accord? Ici, on a... Voilà. Ici, on présente cet élément de pont. Les ponts haubanés. Donc, c'est un système de deux matériaux. Nous avons le béton et l'acier. On ajoute les éléments de précontrainte. Vous voyez? Donc, c'est une composition. À un certain niveau, quand vous voulez réaliser un ouvrage ou bien dimensionner, ça vous impose. Vous voyez, par exemple, les R plus 15. À un certain niveau, on est obligé, ou bien R plus 8, on est obligé d'associer le béton et l'acier. Justement pour limiter certains dégâts au niveau du poids de l'ouvrage. Voilà, au diapo suivant, nous avons un autre système aussi de connexion. Voilà. On a un système de connexion. Nous avons notre béton. Ça, c'est une poutre. C'est une poutre. Et la tôle d'accrochage. Une tôle d'accrochage. Nous avons là un poteau. Un poteau. C'est présenté ici en coupe. À l'extérieur, nous avons nos aciers de compression. À l'intérieur, nous avons notre profilé. D'accord? Voilà. Plus bas, nous avons les colonnes minces en acier avec noyau béton. Colonnes mixtes. Nous avons des connecteurs. Nous avons une forme circulaire et une forme rectangulaire. Vous observez le style de ferraillage. Le style de ferraillage sur ces deux éléments. Et observez le style de peinture appliqué sur l'acier. Elle est là pour protéger l'acier contre l'incendie et contre la dilatation. Il faut aussi dire ici, je vous écoute. Monsieur. Je vous écoute. Monsieur, on a un problème. S'il vous plaît, vous pouvez attendre que les coups changent d'abord. Parce que nous, on n'a pas la suite du cours. Et quand vous êtes en train de parler là, on ne voit pas ce que ça fait. C'est que la on n'a pas encore fini de charger. Bon, ça charge, ça n'a pas chargé. Non, chez nous, ça, chez moi, ça n'a pas chargé.
Chez moi, je n'ai pas ce problème-là. Ça s'affiche bien. Je pense que quand nous l'image qui vient dans la poche chez nous, en quelques minutes, avant de s'afficher. Pardon? Le problème, c'est que quand vous passez à la Est-ce que ça a changé? Après. Est-ce que c'est chargé chez vous? C'est chargé? Je n'ai pas de problème depuis. Ils doivent avoir des problèmes de connexion. Là, maintenant, c'est chargé. D'accord. Nous avons 2 colonnes mixtes en acier avec noyau béton. Est-ce que c'est bon? Ça va, prof. C'est bon, prof. D'accord. D'accord. Vous observez cette colonne-là. Elle est, on peut l'utiliser comme un pieu. Vu que en introduisant les aciers dans le sol, et le sol ayant des éléments qui peuvent attaquer l'acier, il est préférable de protéger l'acier en premier temps et ensuite enrober cet acier-là. Vous voyez, enrober cet acier afin d'avoir une colonne qui va supporter des différents charges. C'est pourquoi on sollicite pour ce système de construction. Voilà, l'élément suivant, le diapo suivant. Est-ce que vous avez ça affiché vous? Est-ce que c'est bon chez vous? D'autres en acier partiellement ou totalement enrobé de béton. Est-ce que c'est bon? C'est bon, prof. Oui. Je vous écoute. Bon, c'est bon, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez le système de connexion de cette poutre, celle-ci? Vous observez le système de connexion? Parfaitement. Voilà. Donc, c'est la même chose avec les poteaux. Donc, vous avez un poteau qui peut avoir ce même système de tissage, je veux dire au niveau des armatures, au niveau aussi des dispositions. Juste à côté, nous avons un ouvrage mixte qui a été modélisé dans un robot. Et juste en bas, l'ouvrage est construit en béton. À un certain niveau de notre structure, on est obligé d'associer l'acier. Et là, on a opté d'utiliser les profilés en nid. D'accord. Donc, dans vos projets, dans vos différents projets que vous avez fait, vous allez juger sur la hauteur. Quels sont les éléments qui vont... Arrête ton micro. Quels sont les éléments qui ont, quels sont les éléments que vous allez choisir pour solidifier votre ouvrage? Voilà. Là, nous avons
avons une structure mixte. Est-ce que ça a chargé chez vous? Pas encore, pas encore. Oui, monsieur, ça a changé. Pas encore. C'est là, c'est bon. C'est C'est bon pour moi maintenant. Donc, vous Pas encore. observez, ces structures-là, on peut dire c'est osé, surtout celle-ci. Vous voyez le système, la disposition des poteaux. Ça ne peut que se faire avec des aciers. C'est un assemblage de plusieurs éléments pour former cette courbe-là. Plus bas, nous avons du béton. Le béton est présenté juste en bas de notre ouvrage. Nous avons le béton aussi sur cette partie, au niveau des escaliers. Le reste est en acier. Nous avons les poteaux porteurs là, c'est en profilé. Donc c'est vous qui définissez vos profilés. Ouais, vous avez. Oui. Vous faites comment pour reconnaître que le béton et l'acier sur l'image là? Pardon? Vous faites comment pour reconnaître le béton et l'acier sur cette image? L'acier. Vous voyez ce zoom que j'ai fait, ce zoom ici là, observez là. Vous avez vu? Ça c'est un profilé en nid. Oui, monsieur. Et on donne son comportement thermique. Oui, monsieur. Oui, ça c'est le comportement thermique. C'est pourquoi vous voyez en rouge là. C'est comme les études de plaques. Vous avez fait un cours sur les éléments finis, c'est ça? Oui, monsieur. Oui. Donc ça nous donne le comportement de notre plaque. Et ici, c'était au moment de calculer la capacité de l'acier à résister à certaines températures. Il y a les aciers qui peuvent résister à 80 minutes. Donc le plus souvent, quand on calcule, on se limite à 80 minutes. Après 80 minutes, l'acier prend une autre transformation. Donc l'acier est assez dilaté. C'est pourquoi en dimensionnant les structures métalliques, on se limite à 90. Le risque au feu. D'accord? Oui, monsieur. Vous voyez sur certains points là, ça c'est le béton. Vous voyez le béton est là au niveau de la cage d'escalier. Cage d'escalier. À ce niveau, c'est le béton. À ce niveau, c'est un béton. Même chose qu'ici, c'est un béton. Et on a zoomé là pour vous montrer le profilé. Comment ça se comporte. Ok, monsieur. On passe au diapo suivant. Vous avez l'image? Oui, monsieur, on a l'image. Ok. Vous avez une colonne en acier ronde ou carrée avec un noyau en béton. Donc c'est ça qui est appelé noyau à ce niveau. Nous avons ce connecteur. Ce connecteur permet de relier les différents éléments de tuyau. Vu que en faisant un sondage sur 50 mètres, on ne pourra pas fabriquer
un profilé ou bien un profilé ayant une longueur de 50 mètres. Donc, il faut diviser. C'est pourquoi on laisse ces connecteurs-ci et on passe à la composition de ces deux matériaux. En extérieur, nous avons l'acier, ce que je suis en train de toucher. L'acier. Nous avons l'acier pour maintenir l'équilibre de ce béton. Et ce connecteur permet de recevoir un autre pieu à 50, 25 ou 10 mètres. Donc ça dépend de la longueur. De ce côté, nous avons un connecteur carré, totalement en acier. Et si vous avez bien ce trou, ce vide-là est réservé pour des fils. Ces trous sont réservés pour des fils et à l'intérieur de notre pieu, on introduit des cœurs pour vérifier la stabilité du pieu. Donc il y a des éléments qu'on introduit là pour vérifier la stabilité et la déformation du pieu. Si on se rend compte que le pieu se défait sur une fréquence qui n'était pas prévue, on retire le pieu et on remplace. C'est pourquoi les éléments de connexion. Les éléments de connexion ont des filetages. Oui, le diapo suivant, ça s'est affiché chez vous? Oui, monsieur. Pas encore chez moi. C'est bon, ça s'est affiché, monsieur. Ça, c'est bon. Oui, prof, c'est bon, c'est bon. D'accord. Observez là, tête de poinçonnement pour colonne acier béton. Dans la tête de poinçonnement, quelqu'un peut me dire à quel niveau c'est positionné sur un ouvrage ou bien sur un plancher? Monsieur Martial. Oui, prof. Monsieur, je vois cet ouvrage en tête de poteau. Oui, en tête de poteau. Oui. Son rôle principal. C'est pour éviter quoi? Vous voyez cette forme-là en tête de poteau. Oui, monsieur, on voit. Nous avons la nappe de pression. D'accord. On a une nappe de compression là. Et juste à votre droite, nous avons notre système. Vous observez. C'est comme le titre le mentionne. C'est pour éviter le poinçonnement au niveau de la dalle. Vous voyez, ça limite le poinçonnement. Imaginez un instant, vous avez mal ferraillé, votre dalle au niveau des poteaux. Elle va poinçonner. Donc, pour limiter cela, on met les éléments métalliques. Vous voyez les profilés là, c'est quel genre de profilé?
Ça, ce sont les profilés en U. Ouais, ouais. D'accord. Oui, prof. Voilà. Nous avons les profilés en U. On met ce dispositif pour éviter le poinçonnement de notre dalle. Voilà, au diapo suivant, est-ce que ça s'est affiché? Mur en béton armé préfabriqué à panneaux modulaires. Oui, ça s'est affiché chez moi. Mur en béton armé préfabriqué à panneaux modulaires. Ça, c'est une construction mixte. Une construction mixte. Au sous-bassement, nous avons du béton préfabriqué. On vient déposer à côté, profilé. Nous avons là le profilé. Un profilé en I ou en H. Juste en haut, nous avons des tôles. Nous avons des tôles. Et pourquoi, c'est une question, pourquoi ici, ils n'ont pas opté contreventement? Monsieur Ngo. Ah, monsieur, je pense que c'est à cause de l'élément en béton armé préfabriqué là. Oui, c'est ça. Vu que l'élément en béton armé préfabriqué a déjà une certaine capacité de retenir la structure, donc son poids propre joue un rôle très important. Vous voyez un peu le besoin de faire un contreventement à ce niveau. D'accord? Voilà. Et vous observez aussi ce système-ci au niveau du poteau dalle. Vous voyez, nous avons les connecteurs là. Nous avons des connecteurs. Ok, c'est le même cas avec le diapo suivant. Mur rideau en panneau. Nous avons un mur rideau en panneau. Ouais, c'est le même système. C'est le même système. À l'intérieur de notre ouvrage, en fait, ils ont sollicité mettre des murs de refend en panneau sous ces panneaux. D'accord? Ok, on a notre système de construction mixte. On a notre système de construction mixte. On a les tôles, on a les différents profilés, les assemblages. Vous voyez, les assemblages. Est-ce que vous êtes, vous observez les diapos? Oui, ça s'affiche, prof. D'accord. Est-ce que c'est bon? Oui, prof, c'est bon, c'est bon. D'accord. Là, nous avons les pieds porteurs en acier pour poteau bois. Donc, vous voyez le système de fixation. Donc, on utilise les éléments, les éléments métalliques pour associer au bois. Nous avons là le système de solidification. C'est encore appelé le SIPSON. Le SIPSON, le profil. Cet élément de connexion. Et on a
nous observons aussi un outrage au niveau des poteaux. Vous voyez les différents styles d'entrage. Donc, c'est à l'ingénieur de déterminer, de choisir quel style d'entrage il peut utiliser, par exemple, pour solidifier une structure ou bien faire une séparation. C'est plus utilisé pour des séparations, ces connecteurs. C'est plus utilisé pour des séparations, donc les cloisons, ainsi de suite. Ça se fait à l'intérieur. Puisque si vous prenez ce système d'ancrage à l'extérieur du bâtiment, vu les forces extérieures, elles ne vont jamais résister. Donc, elles sont fabriquées pour des éléments extérieurs. Ok, je vais finir la présentation de cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, prof, j'ai une question là. Concernant le dimensionnement des structures métalliques là. Je voudrais savoir si on utilisait les mêmes charges, par exemple les charges d'exploitation, comme en béton armé. On utilise les mêmes charges. Les combinaisons sont aussi pratiquement, comme vous mentionnez, un simple bâtiment. Donc vous avez les mêmes cas de combinaison. D'accord? Vous avez les mêmes cas de combinaison, ça ne change pas. Et pour le dimensionnement des structures mixtes, vous utilisez les recodes 4. Donc vous utilisez les recodes 4. Donc je vais vous remettre les recodes 4 pour le dimensionnement des structures mixtes. D'accord? Vous allez trouver les différents cas de combinaison à l'intérieur. Et est-ce que le logiciel robot prend en compte Eurocode 4 là? Oui, il y a un paramètre dans robot où vous sélectionnez. Il y a un paramètre dans robot. Robot reconnaît les recodes. D'accord? Je vois souvent CM66. Je ne sais pas si c'est déjà actualisé. Non, il faut vérifier ça. Il y a les recodes à l'intérieur. Les recodes 4. Et même si ce n'est pas les recodes, vous pouvez modéliser et imposer tous vos matériaux du genre en faisant les combinaisons. Vous imposez que ça soit les recodes. Vous pouvez faire des combinaisons manuelles, non automatiques. D'accord? Vous pouvez vous-même faire entrer vos combinaisons. Vous pouvez faire les combinaisons manuelles, non, vous introduisez dans votre dans le robot. Voilà. Donc si vous faites des combinaisons selon les recodes, ça vous modélise selon les recodes. D'accord? Il suffit juste d'utiliser les recommandations par les recodes. Et ça va vous donner des résultats sans ces spécifications. Il y a une autre question. Il y a une autre. Oui, monsieur, il y a une autre question. Oui, monsieur, c'est concernant la construction mixte acier-bois. Je n'ai pas bien pu cerner ça, monsieur. La construction mixte acier-bois. Acier-bois. Oui, monsieur,
Il y avait Ok. une diapositive où c'était affiché là. Je n'ai pas bien compris le système de fonctionnement. Vous vous rappelez du diapo? Non. C'est pas l'autre. Vous vous rappelez? Non, oui, ce diapo, c'est ça, non? C'est ce Attendez, monsieur, diapo. mais j'attendais que ça ne soit pas encore affiché chez moi. Bon, c'était plus au niveau du, c'était au niveau du poteau. Parce que Ah, là, du poteau. c'est facilement compréhensible. C'est au niveau du poteau. Oui, c'était vers la fin, là, monsieur. Je crois que les éléments d'ancrage là qu'on a vu. Les éléments d'ancrage. Ok, Oui, ok. Oui, exactement. Oui, c'est ça. D'accord. Ces éléments, c'est pour reprendre, je veux dire quoi, les structures en bois. Ouais. Par exemple, vous êtes à l'intérieur de votre pièce. À l'intérieur de votre pièce, vous évitez de solidifier votre structure avec des pointes. Donc, vous prenez deux éléments. Vous prenez ce connecteur-ci. D'accord? Vous prenez ce connecteur et vous l'associez directement au bois. En prenant ce connecteur, ça vous permet de passer directement une fixation sur votre plancher. Sur votre plancher ou Monsieur, bien sur votre ligne porteur. Oui? étant donné que le bois, la pièce de bois là est pleine, non, monsieur, là, on fait comment pour introduire l'ancrage le connecteur là à l'intérieur? Vous observez la vis là, les vis sont inclinées. Oui, prof. Ça Est-ce se que vous visse. observez? Oui, ça se visse à l'intérieur. C'est une masse de bois. Ah, d'accord, monsieur, je comprends. Vous voyez le système de vissage, c'est incliné. Ça veut dire ça attrape les fibres de bois. Oui, monsieur, oui, je vois. Là, je comprends mieux. Voilà. Et à votre droite, le pied de poteau U en U là, ceci. D'accord? Oui, Vous introduisez votre masse de bois à l'intérieur et vous passez directement au vissage. J'ai bien dit, c'est d'accord. utilisé plus pour des cloisons. D'accord? C'est utilisé pour des cloisons. D'accord, prof. Merci. Parce que les cloisons sont modulables. À tout moment, vous pouvez changer la position. Vous venez, vous dévissez et vous modulez votre cloison. Et une dame là qui posait la question de savoir, elle ne comprend pas le système de trame. Elle est encore là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Sûr. Donc, je vais dessiner ça à côté pour que ça soit plus compréhensif. D'accord? J'ai une charpente qui a cette forme. Désolé pour le dessin, les outils ne nous permettent pas de mieux dessiner. D'accord? Cette charpente, c'est sous forme de pente. La trame, c'est quoi? C'est la disposition de vos pannes ou bien de vos profilés. Il faut dire ça, les profilés. Ici, nous avons une disposition sous forme rectangulaire, à cette forme-ci. Donc, c'est cet ensemble qu'on appelle une trame. D'accord? Ok, monsieur, elles sont toujours disposées de cette manière-là. Ou bien il y a plusieurs manières de les disposer. Il y a deux systèmes
il y a plusieurs manières. Ça, c'est la première. Et la deuxième se présente... Je cherche la gomme, mais je ne vois pas. Ok, on va passer à... Oh, je cherche une page vide pour dessiner. D'accord, la deuxième, elle se présente ainsi. J'ai cette U qui a cette forme. Et les trames sont disposées de sous cette forme. De manière diagonale. D'accord? Donc c'est tout cet ensemble qui est appelé trame diagonale. Et le mien est appelé trame rectangulaire. La première qui était disposée sous cette forme. Ok. D'accord? Ok, monsieur. Vous pouvez donc me dire où est-ce qu'on peut utiliser les trames sur une structure mixte. Monsieur, c'est bien au niveau des charpentes, non? Des charpentes. Oui, prof. Oui, on peut utiliser au niveau des charpentes. Il y a encore, vous pouvez prendre d'autres parties dans l'ouvrage. Euh, C'est un système de solidification. monsieur, on peut utiliser ça pour le solivage, pour le coulage Voilà, de la dalle. effectivement. C'est même plus utilisé au solivage. Et c'est le système oblique là qui est le plus utilisé. D'accord, prof. Système oblique qui est le plus utilisé. Et il y a une autre question. Lorsqu'on va prendre la peine, on va revenir avec plus de questions, monsieur. D'accord. Vous avez téléchargé le cours que j'ai, le PDF. Le cours PDF, on ne voit pas ça sur la plateforme. Vous avez envoyé par quel canal pour? J'ai envoyé. J'ai envoyé. Je vois seulement le support en PowerPoint là. Et ça s'arrête toujours à la page 16. Est-ce que tous les campus sont représentés? Du genre, voir ça par mail à un délégué et il fait le partage du document. Je vais vous envoyer le raw code, le support de cours concernant le dimensionnement des structures mixtes. Ouais. Vous pouvez envoyer par le délégué, hein, et on essaie d'envoyer. Je veux donc savoir, est-ce que vous êtes en collaboration avec les autres délégués? J'ai l'impression que c'est Douala qui est représenté. Monsieur, puisqu'on n'est pas sûr que tous les délégués sont là, on peut juste donner à chaque étudiant de chaque campus, ils vont partager dans les groupes WhatsApp. On n'est pas sûr que les délégués sont là. D'accord. C'est mieux.
je pense qu'on va arrêter là s'il n'y a plus de questions. Et la prochaine séance, ça sera samedi. Oui, ok. D'ici là, on va prendre la peine de bien relire et de noter nos questions, nos préoccupations. Voilà, Oui, si il faut vous compléter avez des questions. pour nous permettre de parcourir encore bien après. D'accord. Et essayez déjà de constituer des groupes, puisque je vais vous remettre les projets. Groupe de combien, prof? Ça va dépendre du nombre par salle. Ça va dépendre. D'accord. Ça va dépendre. Mais autour 5 personnes par